Il la porta jusqu'à sa charrette, criant à un garçon de courir chercher la sage-femme du village. Le trajet jusqu'au dispensaire, à 1 heure de là, fut un supplice. Chaque cahot de la charrette envoyait des vagues de douleur dans le corps de Lafia, et elle serrait les dents, priant pour que l'enfant survive. Issouf marmonnait des mots d'encouragement, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Quand ils arrivèrent, la sage-femme, une femme aux cheveux gris nommée Fatou, prit les choses en main. « Elle est trop faible, dit-elle, palpant le ventre de Lafia. Il faut couper. » Lafia, à moitié consciente, sentit des mains la soulever sur une table, puis une piqûre dans son bras. Le monde devint flou, et elle sombra. Quand elle ouvrit les yeux, une lumière pâle filtrait par une fenêtre crasseuse. Fatou était là, un petit paquet dans les bras. « C'est une fille, dit-elle doucement. Elle est née trop tôt, mais elle vit. Toi aussi, par miracle. » Lafia tendit les bras, tremblante, et prit l'enfant contre elle. Elle était minuscule, sa peau fripée comme une feuille sèche, mais ses petits cris étaient une musique qui apaisa son cœur brisé. « Aïssata, murmura-t-elle, un nom qui lui vint comme un souffle. Tu es mon trésor. » Mais la paix fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Issouf la ramena chez les parents de Samba, son corps encore faible, Aïssata blottie dans un pagne contre sa poitrine. Maimouna les accueillit avec un rictus. « Tu es revenu avec ça ?» dit-elle, désignant le bébé d'un geste dédaigneux. « Tu crois qu'on va te nourrir toutes les deux ?» Babatour, assis sous le manguier, intervint. « Laisse-les, femme. C'est l'enfant de Samba. » Mais son ton manquait de fermeté, et Maimouna le défia du regard avant de tourner les talons. Les jours suivants furent pires encore. Maimouna redoubla de cruauté, imposant à Lafia des tâches impossibles malgré sa faiblesse. « Lève-toi » criait-elle chaque matin, arrachant la couverture sous laquelle Lafia dormait avec Aïssata. Elle devait puiser l'eau, balayer, laver, tout en portant son bébé sur le dos, ses forces épuisant comme une flamme sous la pluie. Une fois, alors qu'elle trébuchait sous le poids d'une calebasse, Maimouna renversa l'eau d'un coup de pied. « Inutile, tu ne sers à rien !» Lafia pleurait en silence, berçant Aïssata pour la calmer, son propre estomac vide hurlant de faim. Un matin, alors qu'elle puisait de l'eau au puits, Samba réapparut. Il portait un sac plus léger, ses épaules voûtées par la fatigue. Lafia, le cœur battant, courut vers lui, Aïssata dans les bras. « Samba, regarde, c'est ta fille !» dit-elle, espérant un éclat de tendresse dans ses yeux. Mais il se figea, son visage durcissant. « Ma fille ?» Il jeta un coup d'œil au bébé puis détourna le regard. « Je t'ai donné de l'argent. Qu'est-ce que tu veux encore ?» Lafia vacilla, comme frappée à nouveau. « Mais tu avais promis, » bredouilla-t-elle. Il ricana. « Des paroles, Lafia. J'ai une vie à vivre. » Il fouilla dans sa poche, lança quelques pièces dans la poussière et s'éloigna sans un mot de plus. Maimouna, qui avait tout vu, éclata de rire depuis la cour. « Tu vois, même lui ne veut pas de toi. » Lafia ramassa les pièces, les larmes roulant sur ses joues. Elle retourna dans la remise, serrant Aïssata contre elle, le désespoir l'enveloppant comme une nuit sans étoiles. Elle n'avait plus rien, ni famille, ni amour, ni espoir. Mais alors qu'elle pleurait, une voix la tira de ses pensées. « Petite, pourquoi pleures-tu comme ça ?» Une femme en uniforme, grande et imposante, se tenait près du puits, un sac militaire sur l'épaule. C'était Capitaine Fanta, une officier de passage dans le village. Lafia releva la tête, hésitante, et murmura « Je n'ai plus rien, madame. » Fanta s'approcha, son regard sévère s'adoucissant. « Rien? Tu as cet enfant. Viens avec moi, tu ne peux pas rester ici dans cet état. » Elle tendit une main, et Lafia, épuisée, la saisit, un frêle espoir naissant dans sa poitrine. Elle suivit Fanta jusqu'à une jeep garée près de la colline, Aïssata serrée contre elle, ignorant encore que ce pas marquerait un tournant dans son calvaire. Capitaine Fanta avait offert à Lafia un refuge temporaire, une chambre simple, dans une maison près du camp militaire où elle stationnait. Pendant quelques jours, Lafia respira un air moins lourd, nourrie par les rations de Fanta et bercée par ses mots rudes mais bienveillants. « Tu es plus forte que tu ne le crois, petite », lui avait-elle dit une nuit, en posant une main sur son épaule. Mais Lafia savait qu'elle ne pouvait pas rester. Elle devait trouver un avenir pour Aïssata, loin de la haine de Maimouna
et de l'indifférence de Samba. Fanta lui parla d'une ville à 3 heures de route, où une cousine pourrait l'aider à trouver du travail. « Prends ce camion demain, conseilla-t-elle, lui glissant quelques billets. C'est ta chance. » Le lendemain, à l'aube, la fille monta dans un vieux camion brinque-ballant, Aïssata attachée contre son dos dans un panne usé. Le véhicule était bondé, des femmes avec des paniers, des hommes au visage fatigué, un bébé pleurant à l'arrière. Le chauffeur, un type bourru aux dents jaunies, démarra dans un nuage de poussière, le moteur grondant comme une bête malade. La Fia serra son baluchon contre elle, les billets de Fanta cachés dans une poche cousue. La route serpentait entre des collines arides, le soleil montant rapidement dans un ciel sans nuages. Elle ferma les yeux, priant pour que ce voyage soit un début, pas une fin. Mais à mi-parcours, alors que le camion traversait une plaine bordée de broussailles, des cris déchirèrent l'air. Des hommes surgirent de nulle part, armés de machettes et de bâtons, leurs visages masqués par des foulards rouges. « Descendez, tout le monde dehors !» hurla l'un d'eux, frappant la carrosserie avec sa lame. Le chauffeur freina brutalement et la panique explosa. Les passagers sautèrent du véhicule, courant dans toutes les directions. La Fia, le cœur battant, attrapa Aïssata et plongea dans les broussailles, ses pieds nus s'enfonçant dans la terre sèche. Derrière elle, elle entendit des cris, des bruits de coups, et le moteur du camion qui redémarrait, emportant ses maigres affaires. Elle courut sans s'arrêter, Aïssata pleurant contre son dos. Les broussailles cédèrent place à une forêt dense, où les arbres tordus formaient un labyrinthe d'ombre. Ses poumons brûlaient, ses jambes flageolaient, mais elle avançait, poussée par la peur. Quand elle s'effondra enfin, près d'un ruisseau à sec, le silence l'enveloppa, brisé seulement par les sanglots d'Aïssata. Elle la détacha, la berçant doucement, ses propres larmes coulant sur le visage de sa fille. « On va s'en sortir », murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour l'enfant. Alors que la nuit tombait, une lumière vacillante apparut entre les arbres. La Fia se redressa, méfiante, et avança vers une petite cabane de bois et de paille. Un couple âgé en sortit, un homme aux cheveux blancs, une machette à la main, et une femme au visage ridé tenant une lampe à huile. « Qui es-tu » demanda l'homme, sa voix rauque. La Fia, tremblante, répondit « Je m'appelle la Fia. On m'a attaqué, je suis perdu. » La femme s'approcha, examinant Aïssata. « Pauvre petite, entre, tu ne peux pas rester dehors. » Ils l'accueillirent, lui offrant un bol de soupe et une natte près du feu. L'homme, qui se présenta comme Diallo, expliqua qu'il vivait seul, ramassant des herbes pour les vendre. Mais ce refuge fut de courte durée. Au milieu de la nuit, des bruits de pas lourds résonnèrent autour de la cabane. Diallo se leva d'un bond, saisissant sa machette, tandis que sa femme, Awa, blêmissait. « Cachez-vous » chuchota-t-elle, poussant la Fia vers une petite pièce au fond. À travers une fente dans le mur, la Fia vit des silhouettes masquées entrer, leur corps drapé de tissu noir, des plumes et des os pendant à leur ceinture. « Diallo, on sait que tu as une étrangère ici », grogna leur chef. Un homme au masque orné de cornes. Le rituel des ombres a commencé. Elle doit être sacrifiée. Diallo tenta de mentir. « Il n'y a personne d'autre ici, juste nous. » Mais Awa, terrifiée, craqua. « C'est vrai, elle est là avec un bébé. Je lui ai dit de ne pas la ramener. » Mais il n'a pas écouté. Les masques se tournèrent vers la pièce et la Fia sentit son sang se glacer. Ils forcèrent la porte, l'arrachant de sa cachette. Elle serra Aïssata contre elle, hurlant « Laissez-nous partir. Je ne suis pas d'ici, je ne sais rien de vos rites. » Le chef la fixa, ses yeux brillants derrière son masque. « Ton histoire ne change rien. » Les ombres réclament un prix. Ils la traînèrent dehors, jusqu'à une clairière où un feu brûlait, entouré de pierres peintes en rouge. Diallo et Awa furent poussés à l'écart, leurs protestations étouffées par la peur. Les masques formèrent un cercle autour de la Fia, psalmodiant dans une langue gutturale. Le chef leva une calebasse remplie d'un liquide sombre, prête à la verser sur elle. Mais alors qu'il inclinait le récipient, un vent soudain rugit à travers la clairière, éteignant le feu. La calebasse glissa de ses mains, se brisant sur le sol. Il tenta encore, mais le vent hurla plus fort, faisant tomber des branches autour d'eux. Les masques reculèrent, murmurant entre eux. « Les ombres refusent » s'écria l'un d'eux.
Le chef, troublé, aboya. Elle est protégée. Chassez-la. La Fia ne comprit pas ce qui se passait, mais elle saisit l'instant. Tenant Aïssata, elle courut, ses pieds frappant la terre, les cris des masques s'estompant derrière elle. Elle trébucha dans l'obscurité, les branches griffant ses bras, jusqu'à ce que la forêt s'ouvre sur une route déserte. Épuisée, elle s'effondra sous un arbre, Aïssata pleurant doucement. Elle ignorait si c'était un miracle ou une malédiction, mais elle était vivante. Pour l'instant, cela suffisait. La Fia s'éveilla sous l'arbre, le chant des oiseaux perçant le brouillard de son esprit. Aïssata dormait contre elle, son souffle léger comme une plume sur sa poitrine. La forêt s'étendait encore derrière elle, sombre et menaçante. Mais devant, une lumière douce filtrait à travers les arbres, révélant une route de terre battue. Ses membres étaient lourds, ses bras écorchés par les branches, mais elle se leva, mue par une force qu'elle ne comprenait pas. Elle marcha, chaque pas un effort, jusqu'à ce qu'un bâtiment blanc apparaisse au loin, un couvent, ses murs modestes ornés d'une croix en bois. Elle frappa à la porte, ses mains tremblantes. Une sœur en robe grise ouvrit, ses yeux s'écarquillant à la vue de la Fia et de son bébé. « Mon Dieu, entrez, petite, dit-elle, la voix douce mais ferme. » La Fia suivit, titubante, et s'effondra sur un banc dans une cour ombragée. La sœur, qui se présenta comme sœur Mariam, revint avec un bol d'eau et une galette de mil. « Bois lentement, conseilla-t-elle, posant une main sur le front brûlant de la Fia. Une autre sœur prit Aïssata, la lavant avec soin et l'enveloppant dans une couverture propre. Pour la première fois depuis des mois, la Fia sentit une vague de soulagement la submerger. Les jours suivants, le couvent devint un havre. Les sœurs, bien que strictes, étaient bienveillantes. Elles lui donnèrent une petite chambre avec un lit de paille et une fenêtre donnant sur un jardin de légumes. En échange, la Fia aidait à la cuisine, épluchant des ignames ou remuant des marmites de soupe sur un feu de bois. Ses mains, habituées à la douleur, apprirent des gestes plus doux, et Aïssata, nourrie de lait de chèvre fourni par les sœurs, reprenait des forces, ses joues s'arrondissant peu à peu. Sœur Mariam, la plus âgée, s'asseyait parfois avec elle le soir. « Tu as traversé l'enfer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle une fois, ses yeux perçants. La Fia hocha la tête, racontant son histoire en bribes, les larmes coulant malgré elle. « Dieu t'a guidé ici, » murmura la sœur. « Repose-toi. Et ensuite, bats-toi pour elle. » Elle désigna Aïssata, endormie dans un panier tressé. La Fia resta des semaines, reprenant des forces physiques et morales. Elle apprit à coudre avec les sœurs, réparant des robes ou tissant des nattes qu'elle vendait au marché. Chaque pièce qu'elle gagnait était mise de côté, un trésor pour l'avenir d'Aïssata. Mais elle savait que le couvent n'était qu'une étape. Elle voulait plus pour sa fille, une vie loin de la misère, loin des ombres qui l'avaient poursuivie. Un matin, une femme élégante entra dans la cour, escortée par un chauffeur en uniforme. Elle portait une robe en wax aux couleurs vives et des lunettes fumées, un contraste saisissant avec la simplicité des lieux. Sœur Mariam la présenta comme Madame So, une bienfaitrice qui finançait les travaux du couvent. Madame So, intriguée par la Fia qui balayait la cour avec Aïssata sur le dos, s'approcha. « Qui est cette fille ?» demanda-t-elle à la sœur. Mariam lui glissa quelques mots à voix basse et les yeux de Madame So s'adoucirent. « Approche, petite, » dit-elle, sa voix chaude comme le miel. La Fia obéit, intimidée. « Je m'appelle la Fia, madame. » Madame So ôta ses lunettes, scrutant son visage. « On m'a dit ce que tu as enduré. À ton âge, j'étais comme toi, seule, avec un enfant. » Elle marqua une pause, puis sourit. « Viens travailler chez moi, en ville. J'ai besoin d'une aide ménagère et ta fille aura une chambre et de quoi manger. » « Qu'en dis-tu » La Fia, stupéfaite, balbutia. « Merci, madame. Je ne sais pas quoi dire. » Madame So rit. « Ne dis rien. Prépare tes affaires. On part demain. » Le lendemain, la Fia quitta le couvent, Aïssata dans les bras, un baluchon sur l'épaule. Les sœurs lui firent leurs adieux, sœur Mariam glissant une petite croix en bois dans sa main. « Pour te rappeler que tu n'es jamais seule, » murmura-t-elle. Le trajet en voiture avec Madame So fut silencieux, les paysages ruraux cédant la place à des rues animées bordées de maisons en béton. Quand elles arrivèrent, la Fia resta bouche bée devant la villa. 2 étages,
des murs peints en blanc, un jardin fleuri entouré d'une grille. « C'est chez toi maintenant », dit Madame So, la guidant à l'intérieur. On lui donna une petite chambre avec un lit en fer et une fenêtre donnant sur des manguiers. Ses tâches étaient simples, balayer, laver, aider à la cuisine. En échange, elle recevait un salaire, modeste, mais plus qu'elle n'avait jamais eu, et des repas chauds chaque jour. Aïssata, désormais un bébé rieur, jouait sur une natte pendant que Lafia travaillait. Et Madame So, parfois, la prenait dans ses bras, chantonnant des berceuses. Pour la première fois, Lafia sentit un poids s'alléger. Elle économisait chaque pièce, rêvant d'une école pour Aïssata, d'un avenir où sa fille ne connaîtrait pas la faim ni la peur. La renaissance avait commencé, fragile mais réelle. Les années avaient transformé Lafia. À 20 ans, elle n'était plus la fille frêle chassée de son village. Chez Madame So, elle avait grandi en force et en assurance. Son salaire d'aide ménagère, soigneusement économisé pour Aïssata, qui, à 5 ans, courait dans la cour de la villa, ses nattes dansant au vent. Lafia avait appris à lire avec l'aide de Madame So et ses rêves s'étaient élargis. Une école pour Aïssata, une petite maison un jour, peut-être. La douleur de son passé s'était estompée, remplacée par une fierté silencieuse. Mais le destin, capricieux, avait encore une carte à jouer. Un après-midi, alors qu'elle balayait la véranda, une silhouette familière apparut au bout de la rue. Sambe. Il était méconnaissable, maigre, les vêtements déchirés, les yeux creux. Il s'approcha, tête baissée, et s'arrêta devant la grille. « Lafia », murmura-t-il, la voix brisée. Elle posa son balai, le cœur battant, mais son visage resta de pierre. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle froide. Il tomba à genoux, les mains jointes. « Pardon, j'ai tout perdu. Ma femme m'a quitté, mon travail aussi. Aide-moi, je t'en supplie. » Lafia le fixa, un tourbillon de souvenirs remontant à la surface. Ses promesses près de la rivière, son rejet cruel, les pièces jetées dans la poussière. Aïssata s'approcha, curieuse, et Samba tendit une main tremblante. « C'est ma fille ?» Lafia recula, protégeant l'enfant. « Tu n'as aucun droit sur elle. » Il pleura, sa voix montant en un sanglot. « J'ai été un idiot. Laisse-moi une chance, Lafia. Je veux faire partie de vos vies. » Elle serra les dents, puis sortit une liasse de billets de sa poche. Ses économies pour un marché imprévu. « Prends ça, et va-t'en. Je te pardonne, mais je ne t'oublierai jamais. » Il ramassa l'argent, les larmes roulant sur ses joues, et s'éloigna, silhouette brisée sous le soleil. Quelques semaines plus tard, Lafia décida de retourner au village de Babatour. Elle voulait revoir Capitaine Fanta, devenu une figure maternelle dans ses pensées, et clore un chapitre. Avec Aïssata, elle prit un taxi, ses économies lui offrant ce luxe. Le village n'avait pas changé. Les baobabs, les huttes, la poussière. Mais une foule murmurante entourait la maison de Babatour. Maïmouna était là, vieillie, assise seule devant la hutte, son regard vide. Lafia descendit, Aïssata à ses côtés, et avança. Maïmouna la reconnut et baissa les yeux, muette de honte. Fanta apparut, promu major, son uniforme impeccable. « Lafia !» s'exclama-t-elle l'enlaçant. « Regarde-toi, une femme maintenant. » Elles parlèrent longtemps, assises sous le manguier. Fanta raconta comment Samba avait sombré, une liaison, des dettes, un licenciement. « Il a payé ses choix, dit-elle. » Lafia hocha la tête. Un sourire amer aux lèvres. « Et moi, j'ai survécu au sien. » Fanta posa une main sur la tête d'Aïssata. « Tu as triomphé, petite. Ne l'oublie jamais. » Lafia repartit, laissant derrière elle un village qui ne la définissait plus. Chez Madame So, elle continua son travail, ses rêves pour Aïssata grandissant avec chaque jour. Elle avait transformé l'abandon en force. Et ce triomphe, discret mais profond, était le sien. Avez-vous kiffé cette histoire? Laissez-nous vos impressions en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes et partagez cette victoire avec vos proches. Que pensez-vous de ce voyage?